Je tiens d'abord à remercier Madame Saint-Charles et toute l'équipe de l'Institut Santé Société pour nous avoir invités à partager notre travail. Je prends la parole en premier, Sylvie Fortin, pour présenter le cadre conceptuel et le cadre méthodologique. Par la suite, Mona va prendre la parole et vous présenter d'abord un film, une image vaut mille mots, et ensuite les résultats de notre étude. En fait, on est une équipe de recherche multidisciplinaire. Outre Mona et moi, il y a Carole Marceau comme chercheur qui provient du théâtre et Adriana Di Oliveira qui a fait l'étude sur la musique, mais qui est professeure en arts visuels et médiatiques. Sur notre équipe de chercheurs, 3 médecins, Didier Joutras-Ouad du CHUM, Olivier Farmer de l'hôpital Notre-Dame et Pierre Lauzon également de l'hôpital Notre-Dame, sans oublier Sylvie Trudel, agente de recherche du début à la fin. Notre recherche a été subventionnée par le CRSH. Alors, on a travaillé avec des personnes marginalisées qui ont connu l'itinérance ou qui étaient en situation d'itinérance, qui souvent avaient des problèmes de toxicomanie ou des problèmes de santé mentale. Mona en parlera un peu plus tard. En fait, on a investi 4 sites différents. On a offert des ateliers en art visuel au pavillon Webster de la mission Oldbury, qui est en fait un refuge pour les hommes sans abri. Et à cet endroit, c'était Sophie Cabot et Yannick Guéguen qui dispensaient les ateliers artistiques. En danse, les cours ont eu lieu au pavillon Les Oitiers, qui est un édifice qui regroupe une vingtaine d'appartements supervisés pour des femmes ayant connu l'itinérance. L'artiste pédagogue était Élise Hardy. En musique, les ateliers se sont donnés à l'Accueil Bonneau, qui est un centre de jour pour les hommes sans abri, et les ateliers étaient donnés par Éric Westmillet. Finalement, en théâtre, les cours ont eu lieu au département de théâtre de l'UQAM, mais les participants étaient référés par le suivi externe du CHUM en psychiatrie des toxicomanies et par le suivi intensif en santé mentale du CLSC des Faubourgs. Ici, je prends une minute pour vous dire que autant les 4 partenaires que les 5 artistes pédagogues ont été exceptionnels et engagés du début à la fin. Quelle sorte d'ateliers nous avons donné? D'abord, les ateliers se sont déroulés sur 4 sessions de 12 semaines. En fait, on vous présente aujourd'hui les résultats de la collecte de données de 2017 à 2018, mais par la suite, le projet s'est poursuivi parce que notre but, c'est de pérenniser l'art dans ces milieux, mais malheureusement, tout a été interrompu par la pandémie. Et la durée des ateliers variait de 90 à 120 minutes selon les caractéristiques des groupes. Qu'est-ce qu'on a fait en art visuel? Eh bien, les hommes, on les appelait les gars, se sont promenés dans la ville avec un appareil photo pour voir la ville autrement, pour capter l'architecture, pour investir leur lieu de vie plus ou moins, et ça a donné lieu à la création de collages et de co-création de courts-films, bien sûr accompagnés par l'artiste pédagogue. En musique, les gars ont vraiment touché à tous les aspects d'un processus musical, c'est-à-dire un travail collectif de création qui a impliqué l'écriture de textes, la composition musicale, l'interprétation, l'arrangement, la pratique, même la démarche de droit d'auteur parce qu'ils ont réalisé un enregistrement CD. En danse, plusieurs genres de danse ont été offerts aux femmes. La danse contemporaine, la danse folklorique, la danse créative, la danse sociale. Et on présentait autant des activités d'exploration du mouvement, être confortable avec son corps, des activités d'improvisation, de composition de courtes danses et d'apprentissage de chorégraphie même professionnelle, des petits extraits. En théâtre, ça a été des activités sur le jeu dramatique et sur la création, vraiment pour développer un langage corporel, un vocabulaire expressif et une présence sur scène.
Et dans tous les ateliers, dans toutes les disciplines artistiques, il y a eu des sorties culturelles puis des représentations publiques. Ça veut dire qu'en théâtre, les gens sont allés au théâtre Denise Pelletier, si je me souviens bien. Les gars de la mission Woodbury sont allés au musée. Les femmes sont allées en danse au Casse-Noisette des grands ballets canadiens. Et il y avait aussi des représentations publiques régulièrement à chaque fin de session. Notre travail se situe dans ce qu'on pourrait appeler l'art pour le changement social. Je dis on pourrait appeler, c'est la dénomination qu'on a choisie parce qu'il y a d'autres termes qui s'apparentent. Art participatif, art relationnel, art communautaire, art interventionniste, intervention par l'art, art socialement engagé, pratique sociale de l'art, accompagnement par l'art, art pour la santé. Nous, on a fait le choix de art pour le changement social parce que nos collègues de la Colombie-Britannique, plus précisément Judith Mark-Hughes, a vraiment établi l'art pour le changement social et on travaillait en équipe plus ou moins. Et tout ce mouvement-là de l'art pour le changement social peut être relié à la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle qui proclame que les droits culturels, sans préjudice de race, de sexe, de religion, d'affiliation politique ou de statut social, les droits culturels sont indissociables des droits de l'homme. Et au Québec, bien, c'est l'agenda 21 de la culture qui fait écho à cette prise de position de l'UNESCO. Et d'une certaine façon, on peut dire que la présente recherche peut être vue comme faisant écho à la vision de la politique culturelle québécoise qui s'intitule « Partout la culture ». Malgré qu'on s'insère dans cet art pour le changement social, pour obtenir de véritables changements sociaux durables, la pérennisation des ateliers artistiques nous semble essentielle. Étape encore en processus avec nos partenaires, avec les milieux psychosociaux et médico-psychiatriques avec lesquels on travaille. On a documenté pour nous davantage les changements individuels, mais c'est notre objectif de pérenniser nos ateliers, notre travail et de voir vraiment quelle ampleur ça peut avoir à ce niveau-là. Un concept central de notre étude, c'est le rétablissement. Donc, selon la commission, voilà, excusez-moi, j'ai un petit clic à faire, le rétablissement désigne la possibilité d'avoir une vie satisfaisante, nourrie par l'espoir, la valorisation, en dépit de tous les inconforts, les problèmes de santé mentale. Et ça, c'est très différent de la guérison. C'est un concept différent. Et comment on travaille en rétablissement, comment on travaille en guérison, ce n'est pas tout à fait de la même façon. Le rétablissement, c'est vraiment un processus individuel à long terme. Et ici, j'aimerais penser rapidement à la recherche sur l'art et la santé qui s'est beaucoup développée. En fait, la division européenne de l'Organisation mondiale de la santé vient en 2019, c'est assez récent, vient faire une étude, une scoping review, a regroupé 3500 études quantitatives ou qualitatives portant sur la participation de personnes de tous âges à des activités de danse, de théâtre, de musique, d'art visuel et de littérature. Et la conclusion, ce qu'on y dit, c'est que l'art ajoute une dimension supplémentaire aux manières habituelles d'améliorer la santé. J'aurais le goût de faire un petit détour en disant que pourtant l'art existe comme pratique de bien-être et de guérison depuis, dans toutes les traditions culturelles, l'art a été utilisé à des fins de mieux-être. Ce qu'on dit dans ce rapport aussi, c'est que les activités artistiques favorisent l'inclusion sociale, car elles peuvent être adaptées aux personnes d'origine culturelle différente. C'est toujours possible d'aller dans le répertoire culturel, musical ou de danse pour vraiment faciliter l'inclusion de différentes personnes. Plus spécifiquement, l'art peut avoir des effets positifs dans la prévention, la gestion et le traitement de diverses maladies, notamment la paralysie cérébrale, le déclin cognitif,
l'accident vasculaire cérébral, la maladie de Parkinson, le cancer, la sclérose en plaques, la fibromyalgie. Ce sont des maladies beaucoup étudiées pour qu'on puisse identifier quels sont les impacts de la pratique de l'art sur ces maladies. Évidemment, pas évidemment, mais ce que la Scoping Review a mis en évidence, c'est que l'art peut diminuer les problèmes de santé mentale, dépression, stress, anxiété, et ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup. On va en parler là, parmi les participants à nos 4 recherches-actions. Là, je voudrais mettre à votre attention que l'art peut avoir une incidence positive, bien que des objectifs thérapeutiques ne soient pas toujours poursuivis comme tels. Par exemple, nous n'avions pas comme objectif qu'une certaine personne diminue sa consommation, mais cette personne-là nous disait « Ah, je me sens mieux, j'ai moins besoin de… » Donc, c'était notre cas. On ne poursuivait pas des objectifs thérapeutiques, mais je pourrais dire tout de suite qu'on a eu des bénéfices de l'ordre du thérapeutique. Et dans ces 3500 études réalisées par l'Organisation mondiale de la santé, il y avait très, très peu d'études avec notre type de population, itinérants, toxicomanes, santé mentale, voilà. Et la recherche est très importante. Pourquoi nous, on n'a pas couvert ceci, mais je trouve intéressant de vous le partager. La recherche est très importante pour développer ce qu'on appelle la prescription sociale, ce qu'on appelle aussi l'art sur ordonnance, c'est-à-dire que des médecins peuvent prescrire à leurs patientes des activités artistiques qui vont être complémentaires au traitement conventionnel. Au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves, vraiment, c'est bien installé depuis 2016 et les médecins généralistes et divers groupes professionnels de la santé orientent leurs patients vers des services non cliniques. Et l'effet de ça a été étudié par Crohn et ses collaborateurs, puis ils ont vraiment démontré qu'il y avait une augmentation significative du bien-être entre le début et la fin des programmes artistiques. Au Canada, l'Institut canadien de prescription sociale vient tout juste d'être créé. Ce n'est pas l'objectif de notre présentation aujourd'hui, mais vous pouvez toujours aller sur votre moteur de recherche et taper Institut canadien de la prescription sociale, vous allez avoir tous les détails. L'orientation est un peu différente de celle qu'on retrouve au Royaume-Uni puis dans les pays scandinaves, mais c'est en développement. Alors, j'arrive aux objectifs de recherche, qui est de concourir au rétablissement et à l'inclusion sociale de personnes en situation de marginalité. Bon, c'est la première fois que vous voyez à l'écran inclusion sociale, parce qu'en fait, dans le processus de rétablissement est sous-entendu un certain processus d'inclusion sociale également. Donc, nos 4 recherches-actions avaient les mêmes objectifs. Un, c'était de décrire l'expérience des personnes participantes, c'est-à-dire le sens attribué aux activités et la perception des bénéfices que les personnes pouvaient en retirer. Donc, on s'intéressait d'abord à l'expérience des personnes participantes. Ensuite, on voulait produire une fine description des approches artistiques et pédagogiques mises en œuvre dans chacun des groupes. Vous allez me dire, il y a eu 3500 études par l'Organisation mondiale de la santé. On devrait savoir quelle approche artistique et pédagogique était utilisée. Mais de façon surprenante, dans les études quantitatives, surtout, je dirais, on donne les résultats comme les différences au niveau de l'équilibre, supposons mon domaine, la pratique de la danse. On va donner des résultats, des changements positifs sur l'équilibre de la personne, mais on ne va pas savoir en détail quelle sorte de danse a donné lieu à ces changements sur le plan de l'équilibre. C'est comme si un peu on donnait une pilule à quelqu'un, on voyait quel impact ça a sur sa santé, mais on ne savait pas exactement ce qu'il y a dans la pilule. Donc, nous, c'était très, très important et on est quelques collègues à l'UQAM qui s'intéressent à la boîte noire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'intervention sur le plan artistique et pédagogique. Finalement, un autre objectif
avec notre idée de pérennisation, hein, c'était de comprendre les conditions d'implantation des ateliers au sein des différents sites en termes de recrutement, d'éléments facilitants et d'obstacles. Comment implanter et comment mettre en place ensuite des ateliers qui vont être là à long terme. Voilà, ça nous amène à la méthodologie de recherche. On a eu un volet quantitatif, un volet quantitatif, mais tout de suite, je dis que le volet quantitatif, son but, c'était de décrire le profil des personnes participantes. C'était pas vraiment de comparer la santé mentale avant et après les ateliers de pratique artistique. Peut-être qu'on le fera dans le futur, peut-être qu'on aurait dû le faire, mais on avait déjà beaucoup de pain sur la planche, si je puis le dire. Donc, pour décrire nos personnes participantes, on a fait appel à un questionnaire sociodémographique qui incluait, entre autres, une question sur leurs pratiques culturelles. On a utilisé l'échelle de bien-être de Warwick-Edinburgh pour mesurer là, le bien-être psychologique. On a utilisé l'échelle de qualité de vie de l'Organisation mondiale de la santé et on a eu un registre des présences aux ateliers pour mesurer l'assiduité. Mona, plus tard, va vraiment présenter en détail le profil des personnes qui étaient dans les 4 ateliers. Comment on a fait notre collecte de données conformément là, à nos 3 objectifs pour recueillir l'expérience des personnes participantes. Après les 2 premières sessions de 12 semaines, 48 entretiens individuels semi-dirigés d'une trentaine de minutes ont eu lieu avec les personnes participantes. On leur a vraiment donné la parole. Ensuite, à la fin des 2 dernières sessions, on a privilégié des entretiens de groupe. Et c'était intéressant parce que l'information était différente. Notre deuxième objectif, pour documenter les approches artistiques et pédagogiques, on a fait 12 entretiens individuels et un entretien de groupe d'environ 1 heure auprès des artistes pédagogues. C'était vraiment des entrevues individuelles avec chacun. Chaque artiste pédagogue a réalisé une planification schématique de chacun des ateliers qu'ils ont donnés et on leur demandait 3 planifications détaillées par session, 3 planifications de cours. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Pourquoi? Etc. Et les chercheurs universitaires, les 4 chercheurs universitaires plus l'agent de recherche, on allait sur place très, très régulièrement et on remplissait des grilles d'observation sur justement ce qui se passait au moment des interventions. Notre 3e objectif, comprendre les conditions d'implantation des ateliers. On a fait 11 entretiens formels d'1 heure avec les différentes personnes impliquées sur chaque site. Les différentes personnes, ça peut être la direction, ça peut être un membre du personnel, parce que sur chacun des sites, il y avait toujours un membre du personnel qui assistait aux ateliers. On a fait 6 entrevues de groupe avec l'ensemble du personnel de chaque site. Et ce qui a été très, très important, c'est les 32 rencontres avec les 4 comités d'encadrement. C'est-à-dire que sur chacun des sites, il y avait des rencontres entre la direction, le personnel du site, la chercheure, l'artiste pédagogue et l'agent de recherche. Et c'était vraiment l'occasion de régler des problèmes de logistique, de réajuster nos objectifs. Nos objectifs avaient été établis en collaboration dès le départ, en amont, avec les directions et le personnel de chacun des sites, mais on réajustait. Donc, ça, c'est, Mona va en parler aussi, ça a été une dimension très importante de notre recherche. Pour les personnes qui connaissent la recherche qualitative, on a pris une méthode d'analyse inductive telle que décrite par Blaise Martineau, c'est-à-dire qu'on lit et on relit toutes les données écrites que l'on a, on identifie des termes qui émergent des données, on s'aide du logiciel NVivo. Un premier débroussaillage était fait par l'agent de recherche et ensuite les 4 chercheurs
de l'UQAM, on travaillait ensemble. On identifiait des thèmes génériques à partir des thèmes émergents et ça donnait plus ou moins cet arbre thématique parce que l'arbre thématique évolue au fur et à mesure de la recherche pour identifier les caractéristiques des acteurs impliqués, les caractéristiques des activités artistiques, vraiment scruter la participation, l'engagement, l'expérience artistique, les bénéfices que les participants identifiaient, que les organismes, là, que chacun des sites identifiait, également évidemment les intervenants artistiques. Et on s'intéressait au contexte de réalisation pour mieux connaître les conditions d'implantation et de pérennisation. Alors, c'est ce qui termine ma partie. J'arrête le partage pour que Mona puisse prendre la suite avec le profil des participants et le petit film suivi des résultats. Voilà. Merci Sylvie. Merci Joanne pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. OK, parfait. Alors, là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est apparu dans mon écran. Je vais le fermer. Bon, alors, je vais partager mon écran moi aussi. Voilà, ça en vient. Bon, parfait. Tout le monde voit bien? C'est bon? Okay. Oui, c'est bon. Alors, comme Sylvie le dit, je vais d'abord aborder la question, présenter brièvement le profil sociodémographique des participants aux ateliers. Alors, comme on peut voir à l'écran, la majorité des participants vivaient seuls et avaient un niveau de scolarisation légèrement inférieur à la moyenne québécoise. Ça, je trouve ça étonnant, là, par exemple. 11 ans, donc, ils avaient en moyenne 11 ans de scolarité par rapport à 13 ans, qui est la moyenne québécoise. La plupart vivaient seuls, la plupart des gens vivaient seuls et, évidemment, avaient de très faibles revenus. L'autre point que je voulais souligner, puis ça c'est important pour comprendre un petit peu aussi la complexité d'offrir des ateliers aux populations qui étaient impliquées dans la recherche. 13 des participants sur 76 étaient en situation d'itinérance au moment de s'inscrire aux ateliers. 40 sur 76 avaient été en situation d'itinérance dans l'année précédant la participation aux ateliers et 17 d'entre eux avaient été en situation d'itinérance pendant 90 jours ou plus, ce qui donne un peu une idée de quand même la grande précarité résidentielle, émotive, financière dans laquelle se trouvaient plusieurs de nos participantes et participants. Au niveau de l'assiduité, en ce qui concerne l'assiduité aux ateliers, elle était meilleure qu'on aurait pu souhaiter. Donc, étant donné que le type de population impliquée dans la recherche. Les données nous montrent qu'après 2 séances, les personnes utilisaient au moins 2/3 des sessions qui leur étaient offertes. Alors, c'est sûr, Sylvie a dit tantôt qu'on offrait des sessions de 12 ateliers, mais c'est évident que parfois, il arrivait que quelqu'un s'inscrive à partir de la 4e, la 5e, la 6e semaine, là. Alors, ce n'était pas nécessairement stable, mais l'assiduité était quand même au rendez-vous. Une autre chose qui nous a étonnés, c'est l'intensité des activités culturelles auxquelles avaient participé les personnes avant le début de la recherche. On sent quand même que les activités culturelles, particulièrement si on regarde à l'écran au niveau de la lecture, la fréquentation d'une bibliothèque publique, c'était quand même très présent pour ces personnes-là. Donc, c'est un aspect de notre avis qui a peu été investigué dans notre étude, mais ça vaudrait la peine de se pencher là-dessus de façon approfondie ça pourrait devenir un autre champ de recherche, en fait, d'investiguer ça. Par contre, on peut constater de façon générale que les personnes qui
participaient aux ateliers n'avaient pas de background artistique ou autre, là. Plusieurs ne connaissaient rien à l'art, mais visiblement, il y avait au départ un intérêt pour la culture de façon générale. Maintenant, Sylvie a dit tantôt que les images valent 1000 mots. Alors, je pense que c'est le cas. Sylvie vous a présenté un peu les contextes dans lesquels se sont déroulées les 4 recherches-actions. Je vous ai donné un petit peu un profil des participants aux ateliers. Alors maintenant, je voudrais laisser la parole aux personnes participantes et aux artistes sur les 4 sites. Alors, c'est un petit film qui dure à peu près 9 minutes, je crois. Et je vais vous demander de le regarder de façon active, ce qui veut dire noter. Je vous demanderai de noter, selon vous, selon ce que vous entendez et voyez, en quoi les activités artistiques contribuent au rétablissement et à l'inclusion sociale de ces personnes. Juste à regarder. Alors, au début du film, je préviens, il n'y a pas de son, c'est normal, ça va venir. Alors, ayez pas d'inquiétude, le son fonctionne, on a vérifié avant. Alors, bon visionnement. Une ville, ma ville, mon chez moi, mes racines. My city is the story of my life. Donc le projet, c'est vraiment investir la ville autrement par l'art. On va dans la ville avec des appareils photo et des caméras, des enregistreurs de son. Et l'idée, au fond, c'est vraiment d'aller explorer l'architecture, les œuvres d'art public et puis leurs propres intérêts par rapport à la ville. À partir de là, on revient, on visionne les photographies, on discute, on élabore un thème et au fond, on échange autour d'un projet collectif futur qui va être un film qu'on va réaliser ensemble. Ma ville où il fait froid, mais où sa population me réchauffe le corps. C'est premièrement l'approche des nouvelles personnes, des inconnus, des étrangers qu'on ne connaît pas. Puis de voir la ville sur un aspect différent, parce que c'est très grand. Puis d'emmener le travail vraiment là, du vécu pour concevoir un travail vraiment vu. Une ville, c'est sa société. Bien sûr, elle resplendit par et pour ses citoyens. Il y a des gens de toutes différentes situations qui viennent ensemble et ils apprennent et ils travaillent, ils partagent leurs couleurs, ils partagent leur créativité. Et c'est pas qu'un est meilleur que l'autre, c'est un qui peut apprendre de l'autre personne. Laisse ton attitude à la porte et amène ta créativité. Oui, oui. Ma ville, une brise de compagne, vent. ma complice, Une brise d'air, mon héroïne. En fait, d'assister à un atelier d'art, pour moi, c'est toujours créatif, c'est toujours constructif. Veux pas, quand on a l'impression d'être un étudiant de l'UQAM en faisant un atelier 2 heures par semaine, ben, ça fait un petit vélo. Ville interdite à la vie, à la mort. Est-ce que c'est la ville qui est faite pour nous ou nous qui devons nous adapter à la ville? My city is diversified, modern, Notre dimension, vitesse. notre unité. Ensuite, mais c'est des diapositives. C'est comme des photos. Clic. Deuxième, clic. Troisième, oula. Clic. Ça m'a bien changé, la danse. Parce que moi, je suis pas une fille qui sort. Puis, avant, je dansais pas bien, je n'aimais pas ça. Puis même, je me pratique chez nous. Je mets mon radio.
Puis je sais pas quoi je dois faire, mais que les cours de danse arrêtent. Mais ici, dans Hochelaga, il y a des places que tu peux t'inscrire pour des cours. Fait que je pense que je vais apprendre des cours de danse, puis je vais continuer pour essayer d'être meilleure, tu sais. Je vous remontrerai, ça y est un petit peu difficile. J'essaie d'amener des propositions variées pour que chaque femme puisse se sentir à l'aise. Chaque femme y trouve aussi un intérêt et quelque chose d'accessible. It's marvelous. It's so enlightening, you know? It's enlightening. It's a wonderful gift that I never would have known because I would have said, you don't know how to dance, Maggie. Qu'est-ce que tu fais là? And also for me, when I was learning the theory of the dance, I really enjoyed that. When you used to show us the videos, I felt like I was in the arts. Kick! Kick! Et on recule! Et en avant! I like it. I like it. It makes me have that part that gives me happiness and joy, especially when I'm around people. It just turns up all the negativity that I had when I hear the music, you know, when I see us ladies dancing, you know. Je rentre à Montréal. On tourne de la droite. I feel very blessed to be in this building, even though sometimes it's hard, because of the opportunities that they give us to experience things that we wouldn't be able to experience if we weren't living here. You know, like, I would never have taken a dance class in my life, and yet I've gained so much from it, so. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Osmia. 1, 2, 3, 4. Comme je rencontre plein de musiciens, puis on monte des affaires, puis c'est tellement le fun parce que la vie alentour n'est pas nécessairement bien joyeuse. Fait comme juste le temps qu'on joue de la musique, puis que les gars nous regardent, puis ça lui donne un petit sourire. Des fois, ça prend pas grand-chose pour le monde avec le problème. Fait que des petits sourires en jouant un petit peu de musique, des petites chansons douces, puis même du rock, c'est sûr que moi, ça m'apporte bien gros. Ça fait 3 ans que j'aide les gars à composer, à structurer leur musique, leurs textes, faire des arrangements collectifs, ce qui est quand même super intéressant. J'ai construit quelques instruments inventés aussi pour faire de la recherche et à toutes les sessions que j'apporte, je déménage une partie de mon studio mobile pour faire des enregistrements, pour que les gars en fait vivent l'expérience de faire un disque, de la composition jusqu'à la finition de l'enregistrement de l'album. C'est un des seuls endroits que je peux lâcher mon lousse à volume assez acceptable comparativement à mon appartement. Pour moi, c'est plus qu'une thérapie. C'est devenu une raison de vivre. Parce que pour les autres choses, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse à part la musique. Ce qui est plaisant, c'est qu'habituellement, je suis habitué de jouer seul sur le clavier. Puis ça l'apporte bien gros aussi, parce que dans un groupe, il faut que tu laisses de l'espace pour tout le monde. On peut améliorer nos compositions, parce qu'Éric, il a fait le conservatoire, fait que c'est le fun de travailler avec, parce qu'il te comprend, puis il est capable de faire des arrangements musicaux avec tout ça. Puis c'est de la camaraderie, c'est bien, c'est constructif. Vous vous souvenez? C'est un après l'autre. Je vais dire lousse,
et on réagit quand je nomme votre nom. Puis après, je propose qu'on le fasse comme ça, puis après, on va refaire un deuxième tour, puis vous êtes libre. OK? On a travaillé plusieurs choses en 3 ans. Au début, on a pris le théâtre vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas se barrer à simplement, mettons, travailler le jeu de l'acteur. Donc, on a passé à travers parfois de l'écriture, parfois même un peu de conception en travaillant des marionnettes pour lesquelles on les a conçues et ensuite on les a manipulées et ensuite on a créé des histoires avec les marionnettes. Tu sais, chaque cours a plusieurs niveaux de création. C'est ça que j'ai aimé, moi. Et puis, apprendre à travailler en équipe. On se mettait 2 à 3 à inventer des histoires, là. C'est mon activité préférée dans la semaine. C'est pour tout te dire. En fait, à travers ces techniques-là, moi, j'essaie d'être avec eux en état de jeu pour vraiment créer un climat de confiance. Fait que je me retrouve à vraiment souvent être en train de jouer avec eux, de leur faire des propositions, mais je me sens pas comme une metteur en scène, par exemple, mais plus quelqu'un qui est là pour les alimenter, les soutenir, les nourrir, puis créer un climat qui est celui du jeu dans le sens ludique, dans le jeu du plaisir et d'ouvrir l'imaginaire. J'ai tendance à m'isoler pas mal, puis à passer des journées entières sur mon téléphone, là, fait que ça fait qu'au moins le mercredi, j'ai quelque chose à faire. Puis j'ai toujours aimé le théâtre, fait que j'apprécie beaucoup les ateliers. Ça te fait sortir de ta bulle. Oui. Oui, c'est bon quand tu fais tes épaules. Regarde ça. Juste ça. OK, parfait, on se met dedans. Bon, alors on va revenir à la présentation des résultats après avoir vu et entendu tout ce qui se passait sur les 4 sites. C'est sûr qu'il y a 4 chapitres dans le livre qui traitent plus particulièrement et en profondeur et qui analysent les données sur chacun des sites. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une partie du chapitre 8 qui traite des éléments communs aux 4 sites. Donc, qu'est-ce qui ressort de ce qui a été fait? Sylvie a parlé tantôt de l'importance qu'on voulait accorder à décrire les pratiques artistiques qui réussissent à engager les personnes dans les activités artistiques. Alors, voilà, fait que certains d'entre eux ressortent vraiment. Donc, le premier, accueillir pour tisser des liens sociaux, souligne l'importance justement de cet accueil-là qui doit être bienveillant pour que les personnes se sentent attendues, acceptées sans être jugées, et aussi où il n'y a pas d'attente envers eux, contrairement par contre à des rencontres, bon, je pense à leurs rencontres qui peuvent être avec un agent de probation, avec la travailleuse sociale, avec le médecin, où parfois il y a des attentes, as-tu pris tes médicaments, tu fais tes démarches pour telle chose. Alors, ça n'existait pas dans l'atelier. La création de liens de qualité entre l'artiste pédagogue, les personnes participantes et entre les pairs a toujours débuté sur les 4 sites par une rencontre informelle autour d'un café, d'une collation.
Comme le souligne la Commission de la santé mentale du Canada, les interactions avec d'autres personnes dans un contexte de vie réel sont un moyen de combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes marginalisées et contribuent à leur inclusion sociale. Le deuxième point commun aux 4 sites est de mobiliser les capacités des personnes participantes et non leurs difficultés. Les activités artistiques proposées mettent en lumière l'unicité de chaque personne, l'unicité et la réussite plutôt de chaque personne, faisant probablement contrepoids aux déceptions, aux échecs vécus dans d'autres sphères de leur vie. Les activités aussi diversifiées que la pratique de l'art, la fréquentation de spectacles, la visite d'expositions, la rencontre avec des artistes ont entrouvert une fenêtre sur un univers de possibilités qui souvent étaient insoupçonnées. Et qui ont pu, on a pu le voir chez certains participants, ont pu inciter à l'action et éveiller de nouvelles aspirations, de nouveaux intérêts, et plusieurs témoignages en font état. Le troisième point commun se réfère à faire ensemble. Dans le cadre de projets collectifs, qui impliquent de co-créer, déambuler, comme on a pu voir, déambuler dans la rue avec des appareils photo, danser, jouer et composer ensemble, ce qui favorise la coopération et la complicité, la création de liens interpersonnels positifs, constructifs et égalitaires. Faire ensemble, souligne McCaben et al., répond au besoin fondamental des personnes marginalisées d'être rétablies, non seulement au plan individuel, mais aussi dans leur lien avec les autres. Nous avons donc privilégié des approches artistiques participatives et collectives qui font que l'expérience artistique renforce la place que chaque personne occupe dans le groupe et induisent un sentiment d'appartenance, de confiance, de solidarité qui concorde avec les résultats rapportés par l'Organisation mondiale de la santé au sujet du rôle de l'art pour améliorer la santé. Je pense que c'était assez visible quand on a regardé le petit film. Alors, c'est sûr qu'on peut voir que nous avons privilégié sur chacun des sites le plaisir dans le processus plutôt que les résultats. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de résultats. Par exemple, je sais qu'en danse, il y a eu des représentations à la fin, par exemple, d'une session. Nous, en art visuel, les gars voulaient toujours montrer leur travail à d'autres personnes. Ils faisaient un film aussi, des courts films à partir de leur photographie. Donc, il y avait des résultats. Les gars, l'accueil Bono, ont fait un CD. Donc, il y avait des résultats si les personnes concernées le souhaitaient. Mais on ne visait pas nécessairement un résultat. Le plaisir dans les ateliers est associé à des moments de bonne humeur, de détente qui pouvaient perdurer au-delà de l'atelier, ainsi qu'une satisfaction d'accomplir une activité qui était quand même exigeante, mais très gratifiante. Développer le plaisir de faire ensemble, inventer des histoires qui font rire, convier les personnes à participer à des activités ludiques étaient des moyens d'introduire des moments de légèreté dans la semaine des personnes et de laisser les problèmes à la porte de l'atelier. À cet effet, je voulais souligner que souvent, en tout cas moi, ce que j'ai remarqué à la mission Woodbury avec les hommes, c'est que les gens, de façon implicite, ne parlaient jamais de leurs problèmes quand ils venaient aux ateliers, même si on n'avait jamais mentionné qu'il ne fallait pas en parler. Donc, on a essayé d'éviter d'accorder une importance indue à la performance, mais plutôt laisser place aux découvertes et à l'inattendu, et ce qui a constitué un lien pour que l'expérience soit agréable et motivante pour toutes et tous. Enfin, le cinquième point concerne l'adaptation dont ont dû faire preuve les artistes pédagogues devant l'hétérogénéité des groupes au niveau de l'âge, du profil socioculturel, de la condition physique et mentale.
Les artistes pédagogues ont dû aussi s'adapter au manque de stabilité dans les ateliers qui a nécessité d'intégrer régulièrement de nouvelles personnes et d'accueillir celles qui s'étaient absentées sans jugement. Les artistes pédagogues ont accepté les personnes telles qu'elles étaient, avec leur capacité de participation, étaient à l'affût des changements dans l'état de la personne, ont sondé de façon régulière leurs intérêts, favorisé leur autonomie tout en les soutenant et en les encourageant dans leur démarche créative. Pour conclure, je vais vous présenter quelques points saillants de la recherche. Alors, un des premiers points, c'est que malgré la vie difficile dans laquelle étaient nos participants, les gens disent apprécier d'être nourris au plan culturel, artistique et intellectuel. Alors donc, on sait qu'on a tous besoin d'un toit, on a besoin de manger, là, pensons à la pyramide de Maslow, mais on a besoin d'être nourris aussi autrement. Les projets artistiques permettaient aux personnes participantes d'être reconnues pour elles-mêmes, pour leur qualité, leur talent, leurs traits de personnalité, en dehors de leur manque et de l'étiquette qui leur est accolée comme bénéficiaires de services offerts à des personnes vulnérables et marginalisées. Les projets artistiques, si différents soient-ils au plan disciplinaire, ont permis aux personnes participantes qui, je le rappelle, étaient désaffiliées socialement, de se connecter à d'autres par la création et l'interprétation, ce qui a pu leur servir pour retrouver une certaine capacité d'agir dans d'autres sphères de leur vie. Se regrouper autour d'une activité artistique, partager un même objectif, être donc interdépendants l'un de l'autre, crée le sentiment de faire partie d'une communauté, d'une gang, agissante, dans laquelle se tissent des liens qui peuvent perdurer en dehors des ateliers. Ceci est fondamental pour des personnes qui ont vécu de nombreuses pertes dans leur vie, au niveau personnel, relationnel, économique et social, et qui se retrouvent dans la plupart des cas isolés socialement. L'autre point saillant de notre recherche a trait à la documentation du processus d'implantation des ateliers en partenariat avec les milieux communautaires et de soins. Assurer la réussite de l'implantation des ateliers, voire de leur pérennité dans le temps, nécessite une étroite collaboration avec les partenaires, ce qui, comme Sylvie le dit, nous avions des partenaires absolument extraordinaires. Pour ce faire, les projets artistiques doivent être co-construits en amont avec les partenaires qui œuvrent auprès des personnes marginalisées, et cela à partir d'objectifs communs et complémentaires. Autrement dit, si faire ensemble sur le plan de la création est une donnée importante de notre recherche, faire ensemble avec les milieux communautaires et de soins est tout aussi important, si nous voulons évidemment que les projets répondent aux besoins des populations et des milieux concernés. Enfin, le dernier point concerne l'accompagnement pédagogique des membres de l'équipe que l'équipe de chercheurs en art a fourni aux artistes pédagogues afin de garantir une qualité artistique et pédagogique ainsi que la pertinence des propositions de création et d'interprétation pour les personnes impliquées. En résonance avec ce que nous pressentions déjà avant le début de la recherche, les résultats ont mis en évidence le besoin de formation, notamment en regard du care, c'est-à-dire du soin et du souci à l'autre. Notre recherche soulève l'importance, compte tenu de la prolifération des pratiques artistiques dans l'espace social, que soit créé un programme de formation dans le milieu universitaire qui sensibiliserait les artistes intéressés par l'art pour le changement social aux aspects artistiques, pédagogiques et éthiques associés à de telles pratiques. Voilà. Alors, merci pour votre attention et place à vos commentaires et questions.